Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Conférencier. C'était très long, mais je voulais tout le monde. Votre orateur du jour. Nous disons merci pour votre exposé combien magistral. Le temps est venu pour que chacun d'entre nous ait préparé une question. Et je crois que nous allons proposer notre ligne de conduite, de poser vos questions. On peut enregistrer 2 ou 3, 4 et 5 questions. Si l'orateur est prêt, il répond. Et ainsi de suite, c'est comme ça que nous allons procéder. S'il y a des questions, je crois que l'orateur est prêt. Chacun d'entre nous, il faut rester sur le temps. Et puis, le travail pour tout le monde, je sais que chacun d'entre nous était derrière le programme du travail qui se passe ici. Nous passons la parole au premier intervenant, c'est lui qui va poser la question. Nous partons en ordre, nous commençons par là, nous prenons la première personne. Quand nous prenons 2 personnes ici, nous prenons 2 personnes. C'est comme ça que nous allons procéder. Pasteur, vous avez la parole, et puis nous allons passer la parole à notre... Oui, papa. Je m'appelle Jean-Pierre, j'habite ici en Cameroun du Nord, à Québec. Merci beaucoup, Dr Chiani, pour votre présentation. Mais j'ai un petit souci avant d'entrer profondément dans votre exposé. C'est beaucoup plus intéressant pour la République démocratique du Congo. Et je voulais savoir si le mouvement pour le changement, c'est un parti politique. Là, c'est du tic-au-tac, directement, yes ou non, et puis nous continuons. C'est un parti politique? Non, ce n'est pas un parti politique, mais c'est une plateforme qui regroupe, qui est légalement reconnue aujourd'hui en RDC. On a eu donc un décret signé par le ministère de l'Intérieur qui regroupe, la plateforme regroupe des partis politiques, regroupe des associations, des ONG, des individus, des particuliers, des citoyens congolais. Donc ce n'est pas un parti politique comme tel, mais ça opère comme une plateforme donc, dans le pays légalement. Merci beaucoup à ce stade. Alors, nous devions, j'ai la soif de savoir ce qui n'est pas écrit ici. Tout d'abord, ces associations ainsi que ces partis politiques qui composent cette plateforme. Là, nous en parlerons plus tard, même à la fin même de la conférence. Alors, je parle ici en termes, tout d'abord au niveau politique. Nous avons besoin aujourd'hui d'un président fort et non d'un président faible. Je m'explique. Un président fort, j'entends un président qui, dans le fond, le Congo profond,
est déjà touché par le message ou visité par la plateforme, comme vous venez de le dire, mais j'ai l'impression que votre exposé est très bien. Mais ceux-là qui peuvent voter sont au Congo et ils sont dans les Congos profonds. Et ces gens n'ont pas de radio. Bref, les médias, ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Et les charlatans partent toujours les tromper à la dernière minute et tout est bousillé et nous nous retrouvons toujours à la case de départ. Le président fort dont j'entends est celui qui doit avoir une bonne assise en fait au Parlement. Je parle de la chambre basse et la chambre haute. Ensuite, être présent dans les assemblées provinciales jusqu'au niveau des collectivités. Donc secteur, en ce moment-là, le message peut très bien passer. Alors, je prends l'exemple, si vous devenez président aujourd'hui et que tout le monde vous a voté et que vous n'avez pas la majorité au Parlement, et même que ce soit la chambre haute, la chambre basse, et au niveau de l'intérieur, vous n'avez pas dans les assemblées provinciales des députés qui peuvent défendre le projet des sociétés, qu'adviendra-t-il? C'est ça la grande question. Alors, cette plateforme, parce que ici j'ai parcouru très vite, je n'ai pas vu quand est-ce qu'elle était née. En fait, elle a commencé le travail, mais vous venez de dire que l'arrêté a été signé en fait, ce qui est très bien. Alors, il nous reste maintenant combien de mois à peu près? Nous sommes au mois de décembre. Il nous reste pratiquement 12 mois. Je peux prendre comme ça, à la volée, 12 mois. Pensez-vous que ce projet de société, combien riche, peut atteindre un frère qui est à Kolé, et l'autre qui est à Kinzangwete, et l'autre qui est à Katakokombe, et en passant par Massimanimba, et pour atterrir à Chikapa, et aller en fait, n'est-ce pas, à Kasumbalesa. Donc, il est très difficile. C'est un travail qui devrait être fait il y a plusieurs années. Peut-être vous allez nous dire que oui, ça a été déjà fait. Mais l'impression que j'ai avec l'expérience sur le terrain, je parle comme territorialiste, donc il y a un problème sérieux pour qu'un message comme ça puisse passer et que le peuple soit réellement formé et décidé de lui-même. Et nous avons des problèmes qui peuvent surgir si les politiques ne sont pas bien éclairées pour que tout le monde puisse voter et être respecté par son geste de vote. Je termine par dire que si cela n'a pas été fait, qu'est-ce que vous pensez faire maintenant avec le temps qui nous reste? J'ai dit et je vous remercie. Merci. Je crois que c'est une question extrêmement importante, il faudra qu'on y réponde directement. On veut réglementer le temps des intervenants. Mais cette question-là, il faut quand même qu'on réponde pour la suite au peu. Bon. Un instant, s'il vous plaît. Je vous dis que toute personne, s'il vous plaît, toute personne a 3 minutes. S'il y aura motion de procédure, c'est-à-dire que, voilà, si la question posée est déjà posée, inutile de revenir. Mais on peut accepter avec la motion de procédure. OK? La deuxième personne qui va intervenir, nous partons en ordre tel que nous avions dit. La deuxième personne est là pour poser la question. Et puis, nous prenons encore 2 personnes. Si au besoin, nous pouvons prendre encore une personne pour faire 5 questions, on répond. S'il vous plaît, donc, le docteur pense qu'il doit répondre à ça immédiatement. S'il va répondre directement, tant mieux. Je pense qu'il va répondre directement, c'est mieux. Tant mieux, il est là. Okay. Oui, pasteur Jean-Pierre, c'est une question extrêmement importante que vous soulevez. Et je vous donne déjà l'information que le mouvement pour le changement, le MC comme on appelle, a eu l'agrément officiellement au mois de octobre-novembre. Le mois passé, au mois de novembre. Mais les travaux avaient commencé, ça fait plus de 15 mois à peu près. Nous avons donc dans cette salle certains donc, des membres fondateurs qui ont participé à la réflexion, à la conception donc, de la plateforme. Et nous avons donc sur le terrain, pratiquement sur toute l'étendue de la République, des gens qui travaillaient avec nous depuis pratiquement 15 mois, qui sont à Ouvira, qui sont à Butembo, qui sont à Beni, qui sont à Mbujimaï, qui sont à Boma, partout.
Nous avons donc un comité qui est basé donc à Kinshasa. Donc ces gens coordonnent l'implantation donc du mouvement sur le terrain. Bon, nous reconnaissons que nous avons un pays complexe, qui est très grand, et où les infrastructures élémentaires ne sont pas là. Donc faire une véritable campagne, ça va demander beaucoup de moyens et ça demande beaucoup de temps. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec l'accès à l'Internet, le message passe très facilement dans certains milieux, au moins au niveau donc des gens qui peuvent lire, qui peuvent avoir accès donc à l'Internet, qui peuvent lire des journaux et ainsi de suite. Là. Je peux dire que chaque jour, nous recevons à peu près 200-250 messages qui viennent donc de l'intérieur donc de la RDC. Des gens qui réclament, venez ici parce qu'on vous a suivi, vous avez parlé donc à Liège, vous avez parlé à Bruxelles. Je suis sûr que demain, tout le monde va nous dire qu'on vous a vu donc à Raleigh et ils demandent qu'on puisse donc aller sur place. Donc nous sommes dans le processus de cette implantation sur le terrain. Et l'avantage aussi donc d'avoir une plateforme qui n'est pas un parti politique, c'est qu'à l'intérieur de la plateforme, on a des partis politiques qui sont déjà présents et qui sont là depuis longtemps. Je n'ai pas toute la liste ici, mais on pourra peut-être partager avec vous ces informations à un moment donné. Mais certains des partis existent depuis 10 ans. Mais ils ont adhéré donc à la plateforme parce qu'ils ont dit, après avoir écouté ce message, ils se sont dit, nous pouvons travailler ensemble pour que cette vision soit mise en œuvre. Nous sommes en train de démarcher des grands partis qui ont pigeon sur rue, qui existent depuis que le Congo est Congo, pour que si ces partis arrivent à adhérer donc à la plateforme, je pense que la présence physique va être très large à travers donc le pays. Nous savons que la question donc d'avoir donc la majorité au Parlement va être fonction de combien de pourcentage donc on arrive à gagner pendant les élections législatives donc qui vont venir. Donc si on a par exemple sur les 600 partis politiques, si on arrive à réunir, je ne vais pas donner le chiffre, mais si par exemple si on arrive à réunir donc 500 partis, parmi lesquels donc les grands partis, j'estime que la représentation au niveau du Parlement va être aussi conséquente. Mais si on n'a pas donc cela, il va falloir donc qu'on puisse aller par le jeu des alliances pour que dans la plateforme ou bien dans la coalition de ceux qui pourraient participer donc à la gestion du gouvernement, qui est aussi donc des gens qui sont représentés suffisamment au niveau du Parlement. Donc c'est un travail que je peux dire work in progress. Nous sommes en train de travailler encore donc là-dessus. On espère qu'on pourra donc arriver à mobiliser d'abord, à sensibiliser les gens au message qui, jusqu'à présent, je peux vous dire que je suis agréablement surpris parce que les gens qui nous écrivent, c'est des gens qui sont vraiment à l'intérieur du pays. Mais vous me direz que ces gens qui écrivent là, qui ont accès à l'Internet, ne sont pas très nombreux par rapport donc à la majorité de la population. Nous espérons que le message donc passera de nous à ces gens, à leur communauté, et ainsi de suite. Mais dès que possible, nous irons donc sur le terrain. Et j'ai le plaisir de vous dire que dans cette salle, nous avons peut-être une demi-douzaine donc des gens qui sont venus donc d'un peu partout, de Texas, de Nebraska, qui viennent donc d'autres États, parce qu'on fait partie déjà donc de cette petite famille qu'on appelle donc Mouvement pour le changement. Et j'espère qu'en partant donc d'ici, tout le monde ici va pouvoir mettre son nom sur la liste pour qu'il devienne aussi donc notre interlocuteur, notre intermédiaire auprès aussi de sa communauté, non seulement donc ici, mais également au niveau du pays. Vous avez la parole. Monsieur Monseigneur Dr Yémé, je suis président de la communauté congolaise de Greensboro. Je remercie d'abord Dr Chani pour l'exposé combien fouillé, surtout sur le plan économique et sur le plan socio-économique. Vous avez présenté une analyse de la situation du Congo, de ses maux, ses fléaux, ses défis, et vous avez chuté sur une proposition d'un plan Marshall qui peut s'exécuter en 15 ans à travers 10 piliers. Je me suis posé la question si vous avez pensé à la causalité des problèmes que vous avez décriés. Je vois les problèmes et les solutions, mais les causes. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'intellectuels ont fait des analyses. Quand Mawampanga est arrivé avec Kabila, il a fait un exposé terrible, comment il pouvait redresser l'économie. Finalement, lui-même a chuté dans la corruption. Mais le problème est mental. Selon moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Parce que
est-ce que le développement qui est le maître mot de votre conférence est seulement socio-économique ou le développement, comme beaucoup de scientifiques l'ont bien montré, est d'abord mental? Parce que on peut se demander si le Congolais a déjà atteint le niveau de la rationalité. Pour ne pas reprendre les termes d'Henri Bergson qui parle de l'évolution créatrice, déjà la sauvagerie, la barbarie, et finalement le top c'est la rationalité. Et c'est cette rationalité qui peut faire que les gens soient démocrates, la démocratie étant le point le plus élevé donc, de la civilisation humaine dans laquelle donc, chacun peut reconnaître l'autre comme un autre soi-même. Le problème alors étant philosophique, on peut se demander si la mentalité du Congolais n'est pas élaborée, n'est pas développée. Comment peut-il comprendre tous ces mécanismes modernes de l'économie, du développement et de tout ça, et passer par exemple de la gérontocratie, qui est le système de gestion traditionnel de la société congolaise, à la démocratie. Il faut un exode mental pour que les gens arrivent à comprendre cela. Comment passer de la palabre africaine sous le baobab dans les sociétés circulaires comme dans les sociétés linéaires pour arriver à la démocratie en tant que quelque chose qui est tombé d'en haut. Ça c'est mon questionnement, parce que tout tourne autour de l'éducation à la citoyenneté. Et deuxièmement, vous avez parlé de la société, du projet de société, du plan Marshall pour redresser le Congo, mais je n'ai pas entendu, à moins que ça m'ait échappé, d'un projet d'homme. Parce que le problème du Congo, c'est un problème d'homme. Alors, si la société est composée par les hommes, alors je ne vois pas comment on peut avoir une société développée si on n'a pas des hommes développés mentalement dans leur manière de penser, leur manière de concevoir les choses. Je crois que nous avons un problème à ce niveau-là. Troisièmement, je ne sais pas quelle est la corrélation que vous faites entre l'indépendance et la responsabilité. Parce qu'il me semble que les Congolais sont devenus indépendants avant d'être responsables. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez dit que votre plan Marshall peut s'exécuter en 15 ans. Comment est-ce que vous justifiez ce timing? Pourquoi pas 5 ans? Pourquoi pas 10 ans? Pourquoi pas 50 ans? Pourquoi 15 ans? Et enfin, j'aimerais connaître un peu dans votre projet de société et votre plan de développement, ce que vous pensez du réchauffement climatique. Réchauffement climatique, parce qu'on en parle aujourd'hui beaucoup, et nous sommes déjà vers la Noël, il fait chaud ici à North Carolina, donc c'est quelque chose de réel. Alors, maintenant, la démocratie... Vous avez encore une minute. Oui, c'est beaucoup une minute. La démocratie est-elle possible au Congo? Parce qu'il y a des préalables à la démocratie. Dans un pays à plus de 70% analphabète, et comment est-ce que la population peut participer à la gestion de la res publique? Et puis il y a le sous-développement économique, vous l'avez décrié. Comment est-ce que les gens qui n'ont pas accès à l'information peuvent donc participer à la gestion de la chose publique? Merci beaucoup. Monseigneur, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre intervention, combien magistrale aussi. Ça nous amène à pouvoir penser, réfléchir sur ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire collectivement. Comme j'insiste toujours, ce plan que vous voyez est conçu par les Congolais. Je ne suis pas le seul. Il y a des gens dans cette salle qui ont contribué. Dr Baudouin, que vous voyez ici, Jean-Aimé, George Polo, qui est donc de la Caroline du Nord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Donc, ces personnes ont contribué avec moi à la conception de cette vision de développement. Nous sommes tout un réseau d'intellectuels congolais et on a passé pratiquement combien de temps? 15 mois à peu près, à discuter tous les week-ends, à concevoir, à revoir donc les drafts qu'on a fait, ainsi de suite là. Donc, je pense que c'est une initiative congolaise. On a conçu un plan de développement pour notre pays parce que nous y croyons. Nous pensons sincèrement que si
nous mettons en œuvre ces choses, ça va transformer notre pays. Mais vous avez raison de dire que le point de départ de tout développement, c'est les ressources humaines. Dans le plan, vous vous rappelez, la première composante, le premier pilier de notre stratégie de développement, c'est investir dans les ressources humaines à travers l'éducation, non seulement au primaire, secondaire, universitaire et professionnel, mais aussi à travers des programmes de moralisation de la société, d'éducation civique. Parce que, comme je l'ai dit, la population congolaise a perdu des repères. Quand on entend aujourd'hui, je suis choqué, moi, quand je présente ces choses-là. Donc, par exemple, sur Internet, vous allez voir quand on met une cassette ou une vidéo, combien d'insultes on reçoit de la part de nos compatriotes. Qu'est-ce que je vous ai fait? Quand ils arrivent donc à faire des interventions où ils s'attaquent donc à ce qui peut aider à notre pays, je me dis que nous avons un problème sociétal important, un problème mental. Mais nous devons aller doucement avec ces gens. C'est pour ça que je dis que la mise en œuvre de ce plan doit être faite par une combinaison des ressources humaines intérieures et extérieures. Nous qui avons été dans la diaspora, il y a certaines choses que nous comprenons mieux que ceux qui ont toujours été à l'intérieur, qui ont été brimés en réalité, qui n'ont pas eu l'accès à l'éducation, l'accès à l'information. Mais aussi, nous avons aussi des faiblesses d'avoir été à l'extérieur pendant un certain temps. Eux aussi qui sont à l'intérieur, ils ont certaines réalités qu'ils connaissent. Donc, si on fait cette combinaison-là, je pense qu'on va produire des ressources humaines à même de supporter la mise en œuvre de ce plan. Alors, maintenant, à travers l'éducation, à travers des programmes de formation continue, à travers des programmes de moralisation et d'éducation, et d'ailleurs, en nous appuyant sur nos églises. J'étais ce matin dans 2 églises congolaises. Honnêtement, je me suis senti béni. Ce que j'ai entendu comme message, c'est ça que nos enfants-là doivent écouter tous les jours. Moi qui suis déjà grand, je me suis senti vraiment donc remis donc à ma place pour me faire penser 2 fois sur ce que je dois faire, l'attitude que je dois avoir, non seulement à l'égard de mes parents, mais également à l'égard de mes voisins, d'autres compatriotes, ainsi de suite. Cette éducation-là, en faisant des combinaisons de formation académique au niveau des écoles, mais au niveau des églises, je pense que nous pourrons arriver à réussir la transformation nécessaire de la mentalité congolaise. Car la mentalité telle que nous l'avons aujourd'hui, elle n'est pas favorable au développement. Elle ne soutient pas le développement. Nous devons changer. Je ne fais que répéter, nous devons nous remettre en cause. Le point de départ, déjà, c'est de reconnaître que nous avons échoué. Mais quand je dis ça, je reçois des coups de fil des autorités au Congo qui me disent « Mais écoutez, vous êtes en train donc de parler du mal de votre pays. Vous voulez que je vous dise quoi ?» Quand on nous classe dernier d'après l'indice de développement humain dans le monde, nous sommes le dernier pays sur le plan du développement. Vous voulez que je dise que nous avons réussi? Nous avons échoué. Donc, prenons conscience donc de cela et déterminons maintenant avec quelles ressources humaines nous devons mettre en œuvre donc un tel plan et quoi faire pour transformer la mentalité, le mental donc du Congolais pour que nous puissions avoir des comportements donc qui soient supporteurs donc de la mise en œuvre donc d'un plan de cette façon-là. Alors, donc le projet d'homme est résumé donc par ce pilier-là, qui est un pilier très global, donc éducation, santé, mais également autosuffisance alimentaire. L'homme congolais a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être entretenu sur le plan de la santé, mais il a besoin aussi d'être nourri correctement. Prenez quelqu'un de chez nous et prenez quelqu'un d'ici, de ces sociétés, vous les mettez ensemble, de ces sociétés développées. Vous verrez que celui-ci est bien entretenu, il est en bonne santé, il peut penser, il peut se concentrer au développement. Chez nous, il y a certaines images que j'ai même de la peine à regarder. Donc, je crois que nous devons travailler donc dans ce sens-là. Alors, vous avez demandé donc la causalité des problèmes. Nous avons, dans le diagnostic que nous avions fait, on s'est dit, quand nous sommes sortis de l'indépendance, le Congo a commencé à être géré d'une certaine façon. Il y a des choses qui sont parfois délicates à dire quand on est enregistré sur vidéo, mais le leadership a fait défaut. Nous nous rappelons qu'en 1960, il y avait combien d'intellectuels congolais? À ma connaissance, il y avait un seul cadre universitaire. Et si je ne me trompe pas, ça doit être Thomas Kanza, non? Thomas Kanza. Oui, ça doit être un seul cadre universitaire. Et aujourd'hui, comment voulez-vous... Ce qui nous arrive aujourd'hui était, je ne dis pas été planifié, c'est la conséquence donc du fait que le Congo n'a pas été préparé. Donc, le leadership a fait défaut. La gouvernance a totalement failli. Nous avions pensé que ce qu'on a trouvé, on a hérité donc des Belges, ça allait continuer pour toujours. Mais on n'a pas pensé à pouvoir donc
changer le modèle de société qu'on avait hérité de la colonisation, mais qui était mise en place pour des raisons spécifiques. Je parle donc de l'économie extravertie. Nous avons des matières premières congolaises. Ces matières premières, avant la colonisation, on les produisait pour les envoyer en Belgique, pour les exporter donc à l'extérieur. Mais nous-mêmes, quand nous avons pris l'indépendance, qu'est-ce que nous n'avons pas changé ce modèle économique-là, cette façon de fonctionner-là. C'est ainsi que je vous dis aujourd'hui, quand j'ai visité donc ce centre, ce triangle donc de recherche, je suis sincèrement convaincu que ce que nous sommes en train de proposer, c'est ce qu'il faut faire pour notre pays. Je souhaiterais avoir un centre de recherche comme celui-là, où il y aura des gens qui font des recherches et des laboratoires sur la forêt, qu'est-ce que nous devons faire de notre bois, et il y aura des gens qui vont faire des recherches sur le coltan, et qui proposent donc qu'est-ce qu'il faut pour transformer ce coltan en produit semi-fini, en produit fini. Pourquoi ne pas viser à produire ces smartphones au Congo le moins cher possible et l'exporter comme étant un produit congolais à travers le monde? Nous allons créer combien d'emplois? Et d'ailleurs, nous allons rendre service à l'humanité. Vous savez pourquoi? Parce que chez nous, la main-d'œuvre coûte moins cher. Nous allons produire donc ce smartphone-là, au lieu de le vendre à 700 $, nous pouvons le produire chez nous et le vendre à 250 $. L'Américain peut l'acheter chez nous à moins cher. L'Européen peut l'acheter chez nous à moins cher, mais nous aurons résolu donc un problème parce que nous avons créé des emplois pour nos gens. Donc, tout cela, je peux dire donc la gouvernance donc, a fait défaut, le leadership a fait défaut, mais aussi il y a cet élément donc de mentalité. Nous n'avons pas cherché donc à comprendre. Regardez les pays d'Asie. Si vous parlez avec les Asiatiques, vous allez chez eux, vous allez trouver qu'ils ont une autre mentalité qui est orientée vers le travail. Ils sont rapides, ils veulent faire ceci, cela. Chez nous, tout le monde est « donnez-moi ». Pesangambongo. Donc, ce genre de mentalité-là, il va falloir que nous puissions éduquer nos gens pour que nous puissions cultiver des mentalités qui soient propices pour soutenir donc, le développement d'un pays. Un autre élément important, la corruption. Honnêtement, je ne suis pas fier, moi, en tant que Congolais, de dire que mon pays donc, est le champion de la corruption donc, dans le monde. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Transparency International qui classe tous les pays du monde et qui dit que nous sommes les pays les plus corrompus de la planète, l'un des pays les plus corrompus de la planète. Nous n'allons jamais nous développer avec cette culture-là, cette mentalité-là. Il faudra qu'il y ait un état de droit pour que, quand quelqu'un est corrompu, il est puni conformément à la loi. Je voudrais vous inviter à vous rappeler qu'au mois de juin, le conseiller spécial du chef de l'État, Luzolo Bambi, a transmis, je crois, une liste, c'était au tribunal, non, au procureur général de la République, où il y avait des gens qui étaient supposés être donc de mauvais garçons, en quelque sorte, de mauvaises personnes, sur lesquelles il fallait faire des investigations. Depuis ce temps-là, on n'a plus rien entendu. On n'a rien entendu. Alors, si vous ne prêchez pas par l'exemple, vous utilisez simplement donc ce que j'appelle donc les effets d'annonce. Et puis après, l'idée meurt d'elle-même. Les gens ne sont pas naïfs. Ils réalisent bien que s'il est corrompu aujourd'hui, il n'y a rien qui va lui arriver et la mentalité va continuer. Mais le jour que celui qui est assis à ma droite, il est corrompu donc pour 10 $ et on l'amène au tribunal et moi, je ne peux pas intervenir. Je lui dis simplement, vous savez quoi, c'est l'état de droit. Ce jour-là, quand tout le monde va savoir que mon voisin à moi est puni conformément à la loi, l'autre voisin fait encore la même chose, elle est soumise donc à la même chose, vous allez voir que tout le pays va en parler et il y aura un changement de mentalité. Il faut prêcher par l'exemple. Nous avons manqué ce genre d'initiative-là. Alors, est-ce qu'il y a un point que je n'ai pas couvert? Oui. Bon, je reviendrai sur le changement climatique. 15 ans, pourquoi? Je voudrais vous donner un exemple. Vous voyez, moi je suis impressionné, j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur des États-Unis. Vous allez partout, vous pouvez aller par route. Et ces routes-là, elles sont les mêmes. Vous pouvez partir d'ici à 180 miles an hour, arriver jusqu'au Texas, en Californie et partout. Le réseau routier est développé suffisamment. Et ça peut nous servir de guide, d'exemple. Avec mon équipe, nous avons travaillé sur le design. On a dessiné le réseau routier tel que nous le voulons à RDC. Nous nous sommes concentrés sur les grandes routes, les autoroutes, les routes, pour désenclaver le pays, mais relier toutes les provinces du pays, mais être à mesure de partir de Boma au Bas-Congo jusqu'à Kisangani en 2 ou 3 jours en voiture.
partir donc de Kipushi vers le Katanga, aller jusqu'à la frontière donc de la République centrafricaine, donc à la province de l'Équateur, en 2-3 jours aussi en voiture. C'est faisable. Nous sommes sur la même planète. Les mêmes terres là que nous avons au Congo, ça existe aux États-Unis. On a des rivières, on a des forêts, on a des montagnes. Ils ont pu casser tout ça pour construire donc ces routes. Nous pouvons le faire. Nous avons conçu ce plan-là de construction du réseau routier au Congo. Et nous nous sommes réunis avec une entreprise, je ne peux pas dire son nom ici pour des raisons... c'est une entreprise américaine. Pour demander tout ça, est-ce que c'est faisable? C'est une entreprise qui est très active au Congo et qui connaît exactement donc notre sol et c'est leur domaine de spécialité. Cette entreprise nous a dit, s'il y a des moyens et il y a la volonté politique, nous mobiliserons tous des ressources, c'est-à-dire des ingénieurs, des ci, des cela, pour aider donc les Congolais. Ça peut être construit en l'espace donc de 15 ans. Ce réseau routier-là, relier tout le pays entier. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'ils ont raison. Moi, quand je venais de terminer mes études, j'ai commencé à travailler à Paris. J'étais à la Défense la même semaine quand je suis arrivé au bureau à la Citibank à la Défense. On a déplacé la Citibank, elle s'est relocate donc à la Défense, pour ceux qui connaissent donc Paris, donc à la Défense. Et quand nous sommes arrivés là-bas, c'était le premier bâtiment construit à la Défense. Partout là, il y avait la brousse. J'ai travaillé un peu là-bas pendant quelques temps, le temps de quitter pour revenir aux États-Unis. 15 ans après, je suis retourné en France, à Paris, mais j'ai décidé donc d'aller visiter donc le bureau de la Citibank, là où j'ai travaillé donc à Paris, la Défense. Et quand je suis arrivé, j'étais surpris de constater que la Défense est développée comme elle est aujourd'hui, 15 ans après. Cette idée-là me pousse à penser que si on a des moyens, on a la volonté politique, on peut mettre en œuvre ce programme à l'espace de 15 ans. Mais je me suis basé sur les estimations faites par donc ces firmes-là, telles que les firmes d'ingénieurs et consorts. Il y a des gens qui me posent la question de dire, mais 15 ans, ça fait 3 mandats, donc vous êtes en train de préparer le glissement. Je leur dis, non. Ceci est une vision de développement. La vision de développement peut être mise en œuvre pendant 4, 5, 6, 7, 8, 10 mandats pendant 100 ans. Par exemple, Paris n'a pas été construit en un mandat. Mais il y a eu une vision de développement des gens qui ont conçu. C'est comme cette carte-là. Si on n'arrive pas à la mettre en œuvre pendant 5 ans ou pendant 10 ans, il y a des gens après nous qui vont continuer. Déjà, mon souhait serait que, quand je parle des disciples, nous sommes dans notre mouvement, on a des gens qui sont très impliqués donc dans ça, à supposer que l'un de nous soit chef de l'État et qu'il ait 5 ans renouvelables une fois et qu'il parte. Mais si on a tellement bien travaillé, l'objectif, ce serait que ce mouvement gagne encore les élections. Il y aura quelqu'un d'autre qui prend le flambeau et qui continue à mettre en œuvre la vision. Ça va continuer ainsi de suite là. Donc, il ne faut pas lier les mandats comment ça s'appelle, des gouvernants à la mise en œuvre donc de la vision, parce que c'est une vision à long terme. Si nous adhérons à l'idée, moi je souhaiterais que ça soit même enseigné. Il y a un livre d'ailleurs que nous allons publier qui va sortir donc au mois de peut-être janvier. Au mois de janvier qu'on appelle La force du changement, et puis un deuxième livre qu'on appelle donc Au grand mot, les grands remèdes, donc le plan Marshall. Ces 2 livres vont donner les détails donc de notre vision, de tout ce que nous planifions secteur par secteur. Je souhaiterais vraiment, pour le bien donc de notre pays, que ce livre soit enseigné à Emmanuel, aux gens donc de cet âge-là, quand ils grandissent petit à petit, pour qu'ils puissent grandir avec l'idée que c'est possible de développer donc la RDC. Et voici ce qu'il faut faire. Comme ça, quand nous passons, ils peuvent continuer. Donc c'est comme ça, moi je pense qu'un pays se développe. Ce pays n'a pas été construit donc en un jour. Il y a eu des gens qui ont planifié et ils continuent à se développer donc au jour le jour. Donc voilà ce que je peux dire donc pour répondre donc à votre question. Bon, le réchauffement climatique, vous vous rappelez, j'ai parlé un tout petit peu de l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Notre source, l'oxygène provient de l'environnement. L'eau que nous buvons conditionne donc notre santé. La chaleur, donc l'oxygène, nous en avons besoin. Regardez par exemple ici une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé donc en Caroline du Nord. C'est le nombre d'arbres. Tout est vert. Et j'ai vu que, je suis désolé de dire que nos amis de Texas, non, c'est pas exactement la même chose. Mais tout est vert ici. Et nous avons un véritable problème chez nous. Pourquoi? Parce qu'on coupe ces bois-là. Et Dieu merci que nous avons donc la forêt qui est abondante et partout et qu'on sort.
Mais dans des centres urbains comme Kinshasa ou certains centres urbains, vous trouvez carrément, donc on coupe les bois, mais on ne les reboise pas. On ne pense pas à pouvoir renouveler, pérenniser donc l'environnement tel qu'on le souhaite. Donc je crois que c'est une préoccupation que nous devons avoir en tant que pays. Et j'ai dit aussi que dans la mise en œuvre de cette stratégie de développement, tout projet de construction d'infrastructures ou bien d'industrialisation doit être précédé par une étude d'impact environnemental. C'est-à-dire, ce projet, quel impact ça va avoir sur l'environnement, et l'environnement va avoir l'impact sur nos vies, donc nous devons faire attention à ça. C'est pour cela que je suis de très près les débats qui tournent autour de la mise en valeur donc, de ce pétrole qu'on a découvert donc, sous le sol du parc de Virunga. Qu'est-ce qu'on veut en faire? J'espère qu'il y aura des études donc, sérieuses qui vont montrer d'abord qu'on sache de combien de pétrole ou des barils de pétrole donc, on a, des réserves de pétrole qu'on a sous le sol. Est-ce que ça vaut la peine qu'on puisse donc toucher donc, à cela ou pas? Mais si on doit y toucher, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas détruire l'environnement qu'on avait là-bas? Donc c'est des études donc, qui doivent être faites. Donc je suis tout à fait conscient de cela. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose donc, de très important. Et j'ai suivi donc les travaux qui s'est passés donc à Paris dans le cadre donc de COP 21. Donc je n'ai pas encore lu les détails donc de l'accord auquel ils sont parvenus là, mais j'espère que tout le monde donc j'ai vu Al Gore qui est donc le champion de l'environnement donc dans ce domaine-là. J'espère que nous pourrons. La RDC malheureusement n'a pas été représentée comme on aurait souhaité. Donc j'ai compris qu'il y avait des ministres, mais les gens souhaitaient voir des autorités donc au-delà de ça. Mais je peux vous assurer que dans l'avenir, nous mettrons de l'accent sur l'environnement et on fera en sorte que rien ne puisse donc passer inaperçu. Okay. Modérateur. Alors maintenant, je souhaite une chose. On peut prendre 2 questions pour répondre une fois pour toutes. Ok. Mieux. D'accord. Nous prenons 2 personnes. Ici, nous prenons... Non, parce que si vous changez, même l'orateur va perdre l'idée des questions, ce sera trop compliqué. Nous sommes pressés par les temps, n'est-ce pas? Non, il faut que... Non, nous ne sommes pas pressés. Vous avez la parole. Merci, monsieur le docteur. Vous avez 3 minutes, messieurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je regarde l'air. Cette fois-ci, je suis... Très bien, merci beaucoup. C'est avantageux pour vous. Merci. Ma question, c'est si je veux savoir. Présentez-vous d'abord, papa. Alors, pardon, je suis Dadi Luyeye, ingénieur en électronique à l'ISTA en 2003. Je me suis retrouvé ici aux États-Unis. En manque de boulot. C'est bien. Je veux savoir. Vous avez dit votre plateforme, c'est MC. Parmi tous ces partis sont adhérés à ANC. Est-ce qu'ils ne sont pas corruptibles? C'est ce que moi je veux savoir. Et deuxièmement, qui est le président de cette plateforme? Parce qu'on ne peut pas retourner comme en arrière. Il y a d'autres partis politiques, récemment, papa et maman et les enfants, ils se disent partis politiques. Et il va s'adhérer sur votre plateforme. Et par rapport, il va demander le pouvoir. Les postes. Les postes, pardon, les postes. C'est que nous, on ne veut pas. Ça, c'est ma question. Je vous remercie. Merci. Ok. Je réponds bien. Ok. Oui, ingénieur Luyeye, merci. C'est une question extrêmement importante et vous me renforcez dans ma conviction que nous devons mieux faire pour encadrer nos jeunes. Imaginez-vous, la RDC a investi en vous, tout comme elle a investi en moi. Je vous dirai un peu mon histoire après pour que vous puissiez savoir d'où je viens. Mais pour que vous arriviez donc à terminer à l'ISTA, il y a eu beaucoup d'investissements faits par le pays. Mais quand vous terminez, il n'y a pas de boulot, vous partez à l'étranger, nous avons perdu. La RDC a perdu, donc à moins que vous accumuliez de l'expérience à l'extérieur pour revenir au Congo donc par la suite. Mais si vous restez à l'extérieur pour toujours, tout ce que nous pouvons gagner de vous, c'est les $100, $200 que vous envoyez à la famille donc régulièrement. Donc, nous devons faire en sorte que nos ressources humaines soient non seulement éduquées comme vous êtes déjà éduqués, mais entretenues, mais aussi à travers l'emploi, qu'on puisse créer des opportunités pour tous. C'est pour ça que je parle ici donc d'opportunités pour tous. Alors, les partis qui sont membres du MC sont-ils corruptibles? Vous savez, toute œuvre humaine
il y aura toujours des récalcitrants. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse prêcher par l'exemple. Moi, je suis l'autorité morale de cette plateforme-là. Et je peux vous dire que les gens qui sont avec moi là, si jamais il y avait quelque chose, et j'entends qu'il y a $1 qu'ils ont pris, ou $100, ou 1 million, ou 1 milliard, ils sont punis de la même façon. Mais quand on va le faire avec un individu, je vous dis bien que tout le monde le saura. Je pense que nous avons une population qui est nombreuse et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont été exposées à certaines pratiques qui ne sont pas très honorables. Aujourd'hui, pour arriver à gagner les élections, il va falloir que nous soyons le plus inclusif possible. Mais quand vous arrivez, on vous fait signer un papier. Que le jour que vous adhérez au MC, il y a un certain comportement. Nous avons certaines valeurs que nous défendons. C'est pour ça que je ne parle pas de vengeance. Soyons pardonnants. Mais si vous avez eu ce comportement dans le passé, nous voulons que ça puisse s'arrêter là-bas. Nous voulons un mouvement de gens intègres, propres, qui prêchent par l'exemple. Et ça, nous n'aurons pas de tolérance à l'égard de qui que ce soit. Moi, je ne suis pas partisan donc de règlement des comptes. Je souhaiterais vraiment que nous puissions nous pardonner les uns les autres. La commission paix et justice, comment est-ce qu'on dit? Vérité, paix, réconciliation et consort, j'y crois fermement. Il y a des gens qu'il faudra qu'on puisse les entendre, ce qu'ils ont fait quand ils sont accusés de ci, de cela. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, il va falloir que nous puissions nous dire, regardons en avant, allons de l'avant pour aller de l'avant. Désormais, voici le comportement qu'il y a. Moi, je suis convaincu que le jour qu'on aura au sommet de l'État, des gens qui prêchent par l'exemple, parce que si je vous dis aujourd'hui, je n'ai jamais été corrompu, vous me croyez. Mais si demain vous découvrez que j'ai pris $50 de corruption parce que j'ai donné la carte d'identité donc à quelqu'un ou un passeport à quelqu'un, donc il fallait donner donc $50, qu'est-ce que vous allez dire de moi? Vous allez me respecter encore? Il faut prêcher par l'exemple, mais on devra avoir un début. Si jamais nous en avons l'occasion, je peux vous dire et je vous tiendrai informé régulièrement, le public devra être informé régulièrement pour que si jamais il y a ce genre de comportement-là, c'est connu de tout le monde. Il n'y aura pas de couverture, personne ne va être protégé. L'état de droit, nous y croyons. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, quoi. Okay? Mais je suis content aussi que vous soyez donc des listas, parce que le centre de recherche dont je parle, moi je suis allé, je l'ai vu hier, je suis vraiment fasciné de la politique d'industrialisation dont je parle là. Mais moi je souhaiterais que vous puissiez passer, allez-y là-bas, il y a une entreprise qui s'appelle CRE. Voilà, donc allez visiter cette entreprise-là, allez visiter donc d'autres entreprises qui travaillent donc sur la transformation du coltan, la transformation donc de certaines matières premières congolaises. Informez-vous donc au maximum. Je souhaiterais d'ailleurs qu'il y ait le plus d'ingénieurs congolais qui viennent et qui connaissent à propos donc des activités donc de ce centre, parce que nous pouvons utiliser cela pour pouvoir faire donc des centres similaires chez nous, mais également transformer, faire des recherches et transformer certaines matières premières congolaises donc en produits finis. Il y a deux informations que je voudrais partager avec vous. Dans le cadre de ce travail, j'ai été contacté par une personne, bon, je ne peux pas donner son nom, mais qui a fait des recherches, de toutes les façons, ce n'est pas un secret. C'est une dame qui a inventé, je dis bien une dame congolaise, qui a inventé le système hybride pour des voitures donc fonctionnant sur base de hydrogène. Elle s'appelle Sandrine Ngalula Mubenga. Ben, c'est une héroïne pour nous. Des valeurs de ce genre-là, moi je souhaiterais donc en avoir des milliers comme ça dans ce centre pour faire des recherches en lui disant, vous savez quoi, vous avez inventé cette voiture-là, nous voulons maintenant que ce soit une voiture produite en République démocratique du Congo. Je lui donnerai tous les moyens possibles. Je mettrai autour d'elle tous les ingénieurs donc de la République pour que nous puissions, dans un rayon de temps bien déterminé, arriver à produire un produit congolais qui soit une voiture utilisable par nos gens. Ça, c'est un exemple. J'ai rencontré tout récemment aussi une autre dame, j'oublie son nom, mais qui a inventé donc le robot qui régule la circulation donc au Congo. Écoutez, mais utilisons tous nos ingénieurs à côté. Et essayons donc de développer ce produit-là, non seulement que ce soit un produit d'exportation, mais d'abord pour réguler le transport au Congo. Donc, voilà des initiatives qui sont individuelles, mais qui devraient avoir donc une importance donc nationale si on a cette vision au niveau du leadership politique donc du pays. Oui, vous avez la parole, monsieur.
Merci beaucoup. Je réponds au nom de M. Sado, je suis résistant patriote. Donc je vous remercie, professeur, d'être avec nous ici à la je vous ai suivi du début à la fin. Tu n'as rien mentionné comme l'occupation qui se trouve dans notre pays. Comme l'occupation ou préoccupation? L'occupation qui se trouve dans notre pays. L'occupation du Rwanda. Ah, l'occupation. Ah. L'occupation par Kabila, Rwandais. Ah, ok. C'est ça un combattant. Ma première question est celle-ci. Est-ce qu'on peut parler des élections dans un pays? Ça, c'est ma première question. Donc, ma deuxième question est, nous avons connu des élections dans notre pays de 2006 à 2011. Donc, de 2006, c'est Jean-Pierre Bemba et de 2011, c'est Etienne Tshisekedi. Et on a vu tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et ils ont gagné des élections, mais les élections ont été arrachées par les occupants. Donc tout le monde le sait ici. Ce n'est pas une magie, tout le monde le sait. Alors je voulais savoir comme une question. Maintenant, toi tu veux aller aux élections, comme troisième personne, en 2016. Alors est-ce que tu es sûr que tu vas gagner les occupants qui se trouvent dans notre pays? Donc quand je parle des occupants, des étrangers, tout Rwandais qui se trouvent dans notre pays, tu es sûr que tu vas les gagner? Ça, c'est pas ma dernière question, c'est que je voulais savoir, voulez-vous me dire si tu as déjà lu les 2 livres que Papa Honoré Ngwanda a écrit? Je possède tous ces 2 livres avec moi ici. La première, c'est Stratégie du chaos et le mensonge. Et la deuxième, c'est Crime organisé en Afrique centrale. Si tu as déjà lu ces livres, est-ce que tout ce qui est là à l'intérieur comme information est fausse ou est vrai? Si elle est fausse, pourquoi jusqu'à présent il n'y a aucun démenti au niveau de Tutsi Power et au niveau international? Alors si elle est vraie, qui sont derrière toi? Merci. C'est grave. Bon, mon cher compatriote. Ouais, c'est bon. Oui, mon cher compatriote, d'abord, je suis très heureux que vous soyez venu ici pour que nous puissions avoir une conversation de façon civilisée. Parce que je considère que les ressortissants donc des mêmes pays, quels que soient les points de vue qu'ils peuvent avoir, doivent être en mesure de se mettre autour de la table et de parler. Non, qu'on est des frères tous. Et quand vous analysez tout ce que vous faites et tout ce que je fais ou tout ce que font d'autres Congolais, nous avons la même préoccupation, le bien du Congo. Nous voulons que notre pays aille de l'avant et qu'il aille de l'avant dans les meilleures conditions possibles. Bon, on a une différence parfois de vocabulaire. Certains peuvent parler d'occupation, d'autres peuvent parler de libération, de ci, de cela. En ce qui me concerne, c'est un peu délicat. Je vais vous dire une chose, c'est que je suis un fonctionnaire international. Je travaille à la Banque mondiale depuis plusieurs années. J'ai travaillé sur plusieurs pays et la plupart du temps, j'arrive dans des cas où il y a beaucoup de frustration de la part d'une portion de la population, ainsi de suite là. Je suis très triste pour mon pays. Tous les indicateurs que je vous ai donnés là, ne pensez pas que ça me fait rire. Parce que les gens se moquent de moi quand ils entendent ces indicateurs-là au niveau de la Banque mondiale où je travaille. Alors, je crois que pour que nous puissions donc aller de l'avant, nous devons analyser, c'est là où je reviens à la question de Monseigneur, la causalité. Qu'est-ce qui nous a amené donc à cette situation-là? Je crois que le Congo a eu beaucoup de difficultés et ces difficultés-là ne viennent pas simplement des nationaux. Il y a aussi l'implication de la communauté internationale qui n'a pas joué le rôle qu'on attendait donc d'elle à des moments précis donc de l'histoire. Alors, est-ce qu'on peut parler donc d'élections dans un pays sous occupation? Bon, je peux dire que dans des milieux que moi je fréquente, on reconnaît que les élections actuellement en RDC sont difficiles à organiser, sauf si il y a certains préalables qui sont remplis. Et vous avez suivi qu'il y a aujourd'hui des tractations pour qu'il y ait donc un dialogue. Ce dialogue,
moi, je crois dans les vertus du dialogue. Je vais vous dire pourquoi. Vous, les patriotes résistants, vous prenez d'aller dans la rue, prendre, par exemple, donc, les armes et libérer le pays. Si vous pouviez le faire, ben, nous, on vous aurait applaudi depuis longtemps. Mais si vous ne pouvez pas le faire, et si vous pouvez le faire, il y aurait combien de casualties, combien de dégâts humains? Alors, si on ne peut pas le faire donc de cette façon, ne faudrait-il pas se mettre autour de la table et essayer d'examiner, non pas simplement au niveau des nationaux, mais en ayant certaines personnes, vous demandez qui est derrière moi. Mais il n'y a pas que moi, il y a plusieurs personnes, en ayant d'autres personnes de la communauté internationale qui se mettraient autour de la table pour nous aider à ce que nous puissions peut-être nous débarrasser de ce que nous ne voulons pas donc, comme régime donc, au pays. C'est des questions que nous devons nous poser. Alors, moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines personnes qui sont très impliquées donc, dans les discussions sur le dialogue. Ces personnes disent, si on pouvait libérer le pays autrement par la force, on l'aurait fait. Mais si on ne peut pas le faire ou on n'a pas réussi à le faire, allons au dialogue, mais mettons les préalables pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Ces préalables, c'est quoi? Le respect de la Constitution, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels et la facilitation internationale pour que l'accord qui sortirait entre les différents participants au dialogue soit opposable à tous et qu'on soit à mesure donc de monitor sa mise en œuvre avec des témoins qui seraient donc la communauté internationale. Moi, je pense que c'est une option que nous devons examiner sincèrement pour donner la chance à la paix. La guerre, l'usage donc de la force n'est pas toujours donc la solution appropriée. Les livres que vous avez mentionnés donc de M. Honoré Ngbanda, j'ai lu des extraits, je n'ai pas lu donc ces livres-là dans les détails. J'ai lu des extraits. Et je connais sa façon de réfléchir et je respecte. C'est quelqu'un qui a eu de l'expérience donc en travaillant dans des différentes fonctions donc au Congo. On peut ne pas être d'accord donc avec lui. Il y a beaucoup de choses donc qu'il dit et qu'il prône qui ne sont pas nécessairement donc les valeurs dans lesquelles moi je crois. Mais cela ne fait pas donc de lui un citoyen moins congolais que tous les autres qui sont ici ou bien qui partagent le même point de vue que moi. Donc je respecte son avis. Tout ce que je demande aussi, c'est qu'il respecte les miens et qu'ensemble, si nous pouvons dialoguer et discuter pour que nous puissions tous faire des progrès dans la gestion donc, de notre pays ou bien dans l'approche pour régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement, je pense que le pays pourrait donc en bénéficier. J'espère que j'ai répondu donc à vos questions, à moins que vous ayez une autre ou bien s'il y a autre chose donc à laquelle je n'ai pas répondu, je pense que c'est... Merci. La dernière personne, passons maintenant au troisième. La dernière personne là-bas, la parole, Laurie, vous donne la parole. Merci, je m'appelle Laurie. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup les questions, mais je vais résumer. Depuis ma naissance, j'ai eu à me poser des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela, le pauvre de mon bout, tout ça, jusqu'aujourd'hui. Et si je continue à poser ces questions, je ne pense pas qu'on aura fini à me répondre à ça. Mais je vais résumer ça. Je veux dire ceci. S'il faut aller, je n'ai pas de questions sur tout ce que vous avez dit. Vraiment, c'est génial tout ce que vous avez dit là. Le plan là, je soutiens, mais en condition que si nous tous nous avons la conscience, la morale que Dieu nous a donnée afin de comprendre ce qui est bien et mauvais. Nous savons tous tout ce qui se passe au Congo. L'œil nu, nous le savons. Il n'y a pas à discuter ce qui se passe au Congo. Pour aller sur votre chemin, tout ce que vous avez dit là, si on n'enlève pas la préoccupation, le président qui est là, d'abord, est-ce que c'était le Congolais ou c'était l'étranger? Et pourquoi il est là? Qui lui a mis là? Pourquoi? La cause de la guerre. La cause de guerre. Si nous ne déterminons pas pourquoi il y a des guerres à l'Est et la raison de ces guerres-là, et je ne pense pas que nous allons aboutir à tout ce que vous voulez faire, parce qu'on a eu bon des discours pareils, en forme de discours bien sûr. Votre plan. On a entendu tout, avec les gens intellectuels, tout ça, ils ont fait les études, les docteurs, on a tous entendu, mais pourquoi ça n'a pas été exécuté? Nous devons faire les études sur ça.
On n'aura pas à dire des choses, fais ceci, fera ceci. Moi, je suis ici. Moi, je suis américain. D'abord, Congolais, américain. Parce que si je n'ai pas été Congolais, je ne vais pas être américain. Je suis Congolais du sang. Tout ce qui se passe là, ça me fait mal. Donc, tout ce qu'on est en train de parler ici, la politique, les élections, pour moi, vraiment, c'est primaire. Si nous ne comprenons pas la réalité de mort des Congolais, qu'est-ce qui fait ça? La communauté internationale joue sur ça. Et nous n'avons rien dit sur ça. Les Blancs, Bill Clinton avait dit que le Congo est plus grand. J'étais à l'école et Mobutu était toujours président. J'ai terminé, je suis devenu président, il est toujours président, il doit quitter. Tout le monde connaît que c'est Bill Clinton a fait la guerre là-bas. Mais nous allons discuter, faire ceci, le temps c'est là. Pour moi, vraiment c'est primaire. Je vous en prie, je respecte ça. Mais ça ne peut rien faire si on n'enlève pas les étrangers, parce que les communautés, le blanc que vous aimez trop, le blanc n'est pas supérieur à noir. Moi, j'ai des idées. Je ne suis pas un docteur. Mais vraiment, si je pose des questions, je ne pense pas beaucoup qui ont étudié, ils sauront répondre à mes questions. S'il vous plaît, les docteurs peuvent répondre. Je vais répondre. Il faut, oui. Non, surtout lui, il faut répondre. Ouais. Bon, chers compatriotes, vous avez dit, vous vous appelez comment? Laurie. Ok. En tout cas, moi, je vous remercie parce que votre intervention, elle est très importante. Les questions que vous soulevez, c'est des questions de fond. Nous sommes tous préoccupés par ces choses-là. Mais il faut reconnaître aussi que on vit dans des milieux parfois différents. Il y a certaines choses que vous dites si bien que moi, je ne saurais pas dire comme vous l'avez dit, même si nous partageons parfois les mêmes, nos idées se rencontrent quelque part. Alors, moi, j'aurais reformulé ce que vous venez de dire là, si nous sommes un pays véritablement souverain ou pas. Est-ce qu'on peut mettre un programme de développement tel que je présente dans un pays qui n'est pas entièrement souverain? Et la souveraineté se définit de différentes façons. Je peux dire que le point de départ, là où nous sommes d'accord, c'est que je considère que la mise en œuvre d'un programme réussi de développement économique doit être assise sur la paix, sur un environnement de sécurité, et doit être... le programme doit être mis en œuvre par des nationaux qui s'intéressent véritablement au bien-être de leurs concitoyens d'abord, mais également à l'avancement donc de leur pays. Alors, quand vous soulevez la question de telle personne, s'il est congolais ou il n'est pas congolais, c'est souvent des questions qui sont délicates. Moi, je ne saurais pas définir donc dans cette salle qui est congolais, qui ne l'est pas. Donc, si je monte même au niveau donc de toute la hiérarchie au niveau du Congo, c'est très compliqué. J'ai même vu des Congolais parfois, au niveau de nos autorités, des vrais Congolais de souche comme vous et moi. Mais quand ils vous sortent certaines choses, certaines idées, vous vous demandez, mais d'où ça vient ce genre d'idées-là? Donc, je souhaiterais simplement donc appeler à la conscience de chacun de nous pour que, pour une fois, si nous adhérons à cette vision de développement-là, comme je vous ai dit dans ma présentation, ici, il ne s'agit pas de faire la guerre à un pays étranger ou d'arracher des opportunités à un pays étranger. Je vous ai démontré que si nous mettons en œuvre cette vision de développement, et je sais pourquoi j'insiste sur ça, on va créer des opportunités non pas simplement pour les Congolais, mais également pour les Africains, mais aussi pour les Américains, pour les Européens et les Asiatiques. Tout le monde a intérêt à gagner de la mise en œuvre de cette stratégie de développement. Alors, si nous partons avec ces arguments, je pense que certaines personnes qui pourraient être hostiles à l'indépendance totale de la RDC pourraient comprendre qu'ils ont tout intérêt à gagner en travaillant avec nous qu'en travaillant contre nous. Je me fais comprendre. J'essaie d'utiliser le langage le plus voilé possible, mais je peux vous dire simplement que nous sommes tous conscients qu'il nous faudra qu'on ait donc des nationaux, des Congolais, d'ailleurs c'est tout à fait normal, des Congolais de souche, de sang, qui croient donc dans le bien-être des Congolais, dans le bien-être donc de la République, pour qu'ils puissent mettre en œuvre un programme comme ça, mais dans un environnement donc de paix, de sécurité, où on a une armée républicaine, une police qui assure la sécurité, mais où on n'est pas sous occupation. Ça, nous partageons donc ces valeurs-là.
Vous avez la parole. Deux personnes de l'autre côté, non? Non, mais deux Mais devant toi ici. Je l'avais donné la parole. Non. Je m'appelle Raphaël Bozin. Vous appelez comment? Raphaël. J'ai suivi avec attention, grande attention, l'exposé de notre observateur toujours. Il a relevé des effets et proposé des pistes de solutions. Vous avez 3 minutes. Et je pense qu'un projet, c'est en fait une solution à une situation non satisfaisante. Et pour changer cette situation, il faut s'attaquer aux causes. Et je n'ai pas suivi dans l'exposé quelque part où l'orateur a évoqué les causes de la situation actuelle du Congo. Parce que si ces causes ne sont pas éradiquées, il y aura des projets et des projets. J'ai eu la chance au pays de lire beaucoup de projets, parce que c'est dans le cadre de ma formation. Je suis technicien en sciences et techniques de développement. Et également ici aux États-Unis, comme je fais le supply chain management, qui est une branche de l'économie, j'ai des cours de gestion des projets. Nous critiquons beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Les projets, comme solution à une situation non satisfaisante, doivent s'attaquer aux causes. Et si les causes ne sont pas éradiquées, ce développement-là ne sera qu'un leurre. Et les enjeux politiques actuels au Congo sont détaillés. Comment l'orateur pense-t-il instaurer un état de droit au Congo par rapport à la situation qui règne actuellement? Une troisième question. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Quelle est la stratégie que l'orateur envisage pour mettre en place, afin que le peuple congolais rentre dans ses droits des souverains primaires, capables d'élire soi-même ses propres dirigeants? Merci. Oui, Raphaël, vous revenez sur, je crois que c'était la question de Monseigneur, donc la causalité dont on avait parlé. Peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. Je dirais ceci. Vous voyez dans ma présentation, après avoir parlé de la situation actuelle, j'ai présenté ce qu'on appelle les défis de développement. Les défis de développement, c'était une façon d'indiquer les causes. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on aille un peu plus en profondeur de ça. Mais j'aimerais aussi vous entendre, vous et Monseigneur, si vous avez un diagnostic ou bien des causes que vous pensez, on devrait incorporer donc dans une présentation de ce genre. J'aimerais vous entendre aussi. Mais je dirais que les causes de la situation actuelle, comme je l'ai dit dans le défi de développement, nous avons la question du leadership politique congolais qui est défaillant. Ça, il faut l'admettre. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous tournons en cercle. Il y a deux pays africains qui étaient dans la même situation que nous, mais dont les leaders ont réussi à tirer les pays là vers l'avant. Nous avons les questions de gouvernance. On a acquis un pays qui était relativement dans une certaine situation, mais on n'a pas pensé qu'il fallait créer des richesses. On a manqué de vision de développement. Manque de vision de développement. C'est une cause importante. Et on s'est embourbé dans des valeurs qui ne sont pas favorables au développement. Ces histoires de tribalisme-là, honnêtement, vous pensez que moi, parce que je suis originaire de telle province, elle est originaire d'une autre province, nous sommes différents, et pour que je puisse donc la recruter, il faut qu'elle soit de mon village?
Donc, ces choses-là, nous avons manqué de vision de développement. Et mais je continue à dire que si on a un leadership responsable qui comprend qu'à un moment donné, il faut mettre tout le monde ensemble, il faut montrer le chemin, les choses vont changer par rapport à ce que nous avons toujours connu. Et nous avons un problème de mentalité. Ces mentalités, je vous donne un exemple qui m'intrigue toujours. L'un de nous, dans cette salle, s'il est nommé ministre, tout son village va célébrer pendant une semaine parce que le fils du village a été nommé ministre et il est ministre national, s'il vous plaît. Mais une fois qu'on fait ça, son village a fait ça avec lui ou pour lui. Demain, vous savez ce qu'ils font? Ils arrivent pour dire le chef de cabinet doit être quelqu'un du village. Le conseiller tel doit être quelqu'un du village. Mais ces gens-là, il n'est pas dit que dans ce village-là, c'est là qu'on trouve toutes les compétences. Donc, c'est la sous-utilisation des ressources humaines. Au lieu de prendre l'homme qu'il faut et le mettre à la place qu'il faut, on prend donc des gens qui ne sont pas qualifiés simplement parce qu'ils vous ont organisé la fête donc la veille. Donc, nous devons changer le mental du Congolais. Et ça, c'est une des causes essentielles. La mentalité, le leadership, la gouvernance pourrie. Et la gouvernance pourrie aujourd'hui, comment est-ce que je la vois? Vous allez pour obtenir n'importe quel service public. Vous devez, moi j'ai vécu une situation qui est assez particulière. J'ai une parcelle qui, quelqu'un donc a pu prendre cette parcelle-là comme ça, et maintenant pour essayer de la récupérer pour aller au tribunal, je suis allé à Kinshasa. Mais j'arrive au niveau des officiels du ministère, le palais de la justice, c'est ça, au palais de la justice, là, en face du ministère des Affaires étrangères. Mais j'étais surpris qu'un officiel, au niveau des premiers présidents de cette cour-là, qui me dit, vous me donnez un pourcentage de la valeur de la parcelle. Je lui dis, monsieur, je ne vous donne pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça prendra autant de temps que ça prendra, mais cette parcelle, elle est la mienne, j'ai les documents de propriété, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je ne vous donnerai pas cet argent-là. Donc, la mentalité doit être purement et simplement changée. Alors, moi, je résume donc les causes en manque de vision, manque de leadership compétent, intègre, visionnaire, la mauvaise gouvernance qui s'est installée, et il y a aussi maintenant toutes ces interférences avec les communautés étrangères. Des gens qui ne veulent jamais que le Congo puisse donc se libérer de la façon... qu'il puisse donc se libérer donc de certaines influences donc étrangères. Donc il y a des firmes internationales, et ainsi de suite. Mais moi, je considère que le point de départ aujourd'hui, c'est le Congolais lui-même. Parce que vous avez des rébellions. Toutes ces rébellions-là, ça vient d'où? Ça vient des Congolais qui sont manipulés. Vous ne trouverez pas donc un Belge qui vient avec des cheveux gris et qui arrive là-bas et qui est rebelle. On trouve toujours nos frères qu'on manipule. On leur dit, vous allez devenir ceci, vous allez devenir... Et ils se mettent donc dans la rébellion et la guerre commence. Donc, le mental du Congolais, la conscience congolaise, c'est pour ça que je parle de la maison de la culture congolaise, le patriotisme congolais. Il va falloir qu'on puisse rééduquer nos gens pour qu'ils puissent savoir qu'avant toute chose, le Congo d'abord, le Congolais d'abord, le reste après. Mais si vous avez... Pardon? Il n'a pas répondu. J'ai posé 3 questions. Les élections. Ah. Oui, comme... Oui, non, j'ai pris note, je vais retourner. Oui. Bon, la stratégie pour donc faire fonctionner la démocratie, ramener le pouvoir du peuple par le peuple, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, la vie du Congolais ne se décide pas simplement à Kinshasa. Ça se décide aujourd'hui aussi avec l'implication de la communauté internationale, l'ONU, certaines institutions, certaines capitales, ainsi de suite. Là, nous avons l'opportunité de pouvoir entrer partout, parler avec toutes ces personnes-là. Nous insistons pour que la Constitution, déjà, qui est la base légale, qui régit donc le fonctionnement donc, du pays, que cette Constitution soit respectée. Qu'on organise des élections donc, dans les délais. Si on arrive à organiser des élections dans les délais et qu'on respecte la Constitution, nous avons déjà une fenêtre d'opportunité. Pourquoi? Parce que la présidence, le président de la République ne peut pas se représenter. Il ne peut pas, donc il y aura forcément un changement. Maintenant, c'est pour ça que nous devons nous mobiliser. S'il y a élection, on a vu en 2011, les Congolais étaient mobilisés pour qu'il y ait donc changement. On a vu cela donc en 2006 aussi. J'espère qu'en 2016, si on a cette mobilisation
Et si nous arrivons à attirer l'attention dans certaines capitales, dans certaines institutions, pour qu'il y ait donc des observateurs qui puissent observer correctement donc les résultats, avoir des gens, l'Église catholique par exemple, la Senko et d'autres observateurs qui peuvent être présents à travers le pays, qu'on puisse améliorer le système par rapport à ce qu'on a connu en 2011. J'espère que cette fois-ci, vous aurez donc un Congolais de souche qui est élu et qui est investi président de la République le 20 décembre 2016. À partir donc de ce jour-là, j'estime que l'exemple viendra donc d'en haut et on pourra commencer à mettre en place un véritable état de droit. Espérons que la personne ne sera pas récupérée pour faire les mêmes histoires que nous sommes en train donc de déplorer aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne, ça c'était donc la stratégie pour arriver donc à instaurer donc remettre le pouvoir donc au peuple. Je ne peux voir cela qu'à travers donc les urnes, quoi. Je ne vois pas une autre, je ne suis pas partisan donc des shortcuts pour qu'on puisse aller renverser donc l'ordre établi par des moyens qui ne sont pas très catholiques. Non, je pense que travaillons donc dans le cadre donc des mécanismes existants, essayons d'attirer donc l'attention de la communauté internationale, mais mobilisons nos gens, les Congolais d'abord. Il ne faut pas que les gens donc disent que non, ça c'est un plan conçu par tel et il va se débrouiller pour arriver donc à le mettre en œuvre. Si chacun de nous se charge de mobiliser 100 personnes, si ces 100 personnes font la même chose, on aura atteint tout le monde et il y aura tellement de l'engouement pour participer donc aux élections que si on connaît que telle personne donc a gagné, je peux vous assurer que la communauté internationale aura beaucoup de difficultés à ne pas reconnaître les efforts qu'on aura donc fournis donc dans ce domaine. Et les observateurs tels que l'Église catholique et d'autres pourront aussi attester donc qu'il y a eu certainement donc une victoire donc de tel camp sur le reste. Et on espère qu'à travers ce mécanisme donc il peut y avoir respect de la Constitution et début donc du renforcement donc du processus donc démocratique en RDC. Est-ce que vous avez, Monsieur l'abbé, Monseigneur, vous avez vous-même donc des suggestions là-dessus parce que vous êtes revenu sur cette question donc 2 fois? Oui, je voulais savoir si la question de la causalité que vous avez mentionnée, qui est revenue encore, est-ce que mes réponses sont satisfaisantes ou bien il y a d'autres causes que vous avez à l'esprit? La cause est d'abord mentale. On en a parlé, oui. Il faut travailler sur la mentalité du Congolais. C'est pourquoi j'avais posé une question si il y a une corrélation, selon vous, entre l'indépendance et la responsabilité. Parce qu'il me semble que les Congolais sont devenus indépendants avant d'être responsables. Et c'est dans cette irresponsabilité-là que les gens font ce qu'ils font malgré les constitutions, qui sont d'ailleurs déductives, qui sont des choses imposées qui viennent d'en haut. Les différentes constitutions, depuis la constitution de Blois-Bourg, ce ne sont pas des choses vraiment qui viennent du peuple. Ça ne reflète pas les aspirations profondes de la population. Ce sont des choses confectionnées par des experts quelque part pour certains intérêts. Je vais donner comme exemple. Notre société congolaise, c'est une mise ensemble de plusieurs royaumes et plusieurs dialectes, plusieurs cultures, parmi lesquels on trouve par exemple le vol et le mensonge dans certains points, certains qui une valeur. Alors, même si vous faites votre constitution là-bas, si vous volez, on va vous arrêter. Quelqu'un a la constitution, mais dans son âme, voler, c'est une valeur. Corrompre, c'est une valeur. Donc derrière la porte, vous venez de le dire, un président de la Cour vous a demandé 1% du prix de votre propre parcelle. Parce que pour lui, malgré les textes qu'il représente, donc la corruption, c'est normal. Et puis on est passé aussi de cette société qui est gérontocratique, où les vieux ont plus de droits que les jeunes, où les chefs ont plus de droits que les sujets. Même si vous allez attraper votre gibier dans la forêt, le chef du village a droit à ce que vous avez attrapé par vos efforts. Alors dans une société comme ça, s'il n'y a pas une transition mentale, alors ce serait magique de dire que la démocratie va tomber du ciel comme ça. Et puis troisièmement, cette démocratie-là, pouvoir du peuple, comme Raphaël l'a dit, du peuple par le peuple, pour le peuple, j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'elle est possible au Congo? Moi je pense oui. Parce qu'il y a des préalables à la démocratie. Il faut qu'il y ait d'abord l'éducation,
alors que nous sommes dans un pays majoritairement analphabète, et puis il faut le développement économique, il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'information. La formation, l'information, ça peut lui le moyen pour lui permettre de participer à la gestion des choses publiques. Nous n'avons pas donc ce préalable au Congo. Alors, nous voulons vivre donc ce que les États-Unis ont vécu après 3 siècles, ce que l'Europe a vécu après seulement donc, 20 siècles, à l'époque déjà de Platon. Donc l'histoire de Platon, nous voulons mettre ça dans une république qui n'a que 50 ans ou plus de 50 ans d'existence. C'est une utopie. Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de gestion de la cité, qui soit d'ailleurs africaine, et à cause de la démocratie elle-même, est-ce que nous sommes obligés de suivre la démocratie occidentale? Monsieur, Monseigneur, vous avez... c'est une discussion philosophique. Moi, je peux vous poser la question. Oui. Quel système vous proposez? Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est le système démocratique. Et je crois que les Congolais est prêt à pouvoir pratiquer la démocratie si on le laisse pratiquer. Si on le laisse pratiquer, aujourd'hui, quelle est la situation que nous avons? Le peuple est pris en otage par ses propres dirigeants. Le peuple est pris en otage. Moi, j'ai vu des communautés, quand il s'agit donc d'élire leur propre chef dans un village, ils savent exactement exprimer leur volonté démocratique. Ils savent que tel, voici ce qu'il a comme vision, tel, nous ne voulons pas de celui-là, et ils vont voter pour celui-ci. Donc, moi, je crois que, encore une fois de plus, on ne peut pas avoir un système parfait. Je suis d'accord avec vous que peut-être la démocratie occidentale, telle que nous la connaissons, ne s'applique pas totalement chez nous. Mais on ne va pas dévier de cela pour aller commencer un système dont on ne connaît même pas donc les ramifications. Moi, je dirais, allons avec le système que nous avons aujourd'hui, qui est la démocratie donc à l'occidentale, telle que nous l'avons conçue dans notre constitution. Mais respectons les lois, respectons la constitution. Si on le fait une fois, on le fait 2 fois, ces habitudes-là s'impliquent. Et avec des gens comme vous, avec l'Église catholique, avec toutes les églises que nous avons, avec une volonté manifeste des autorités politiques, nous pouvons éduquer progressivement la population. Je peux répondre à la question que vous avez posée. Il y a 2 choses qu'on peut faire. La Tanzanie a eu une forme de démocratie. Une démocratie à travers le Ujamaa, des Julius Nyerere, sans multipartisme. Bien sûr, les choses ont changé maintenant. Et puis, il y a une deuxième chose, un système que moi, je peux proposer, l'agapocratie. Agapocratie. C'est comme... C'est-à-dire le pouvoir de l'amour. Un amour juridique, un amour... Oui. Agapé. Donc, un amour sans intérêt. Et là, le système économique, c'est un système de win-win. Où il n'y a pas de capitalisme, où quelqu'un vient prendre 80% de vos ressources et vous n'avez que 20%. Et parce que la démocratie est tout simplement mathématique. Donc la démocratie sans amour, ce n'est qu'une dictature de la majorité. Je prends note de cela, je ne connaissais pas ce mot, mais j'ai appris quelque chose. Mais pour l'instant, donc... Il y a une maman qui fait intervenir. Ah oui. D'abord, je prends d'abord la Motion. Non, mais ici, j'avais donné la parole à 2 personnes. Il laisser la salle comme il faut laisser à chacun l'occasion de parler. Non. Non, il faut les laisser parler, que tout le monde parle. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect, je vais proposer à l'Assemblée si nous pouvons au moins réduire le timing à 2 minutes. Et puis, si nous pouvons au moins faire 30 minutes, après 30 minutes, nous allons continuer parce que nous marchons aussi derrière le temps. S'il vous plaît. Merci. Okay. Alors, je commence par la maman. Il faut laisser tout le monde. Moi, je suis là pour répondre. Il faut les laisser parler. Il ne faut pas limiter les gens. Il faut les laisser. Il faut laisser les gens parler. Ok. Yes. Je m'appelle Wendy, je suis américaine de naissance. Je suis congolaise par mariage. J'ai un mari congolais et j'ai un fils
congolais aussi. Alors, j'ai fait du temps là-bas au Congo et je peux te dire que j'ai un vrai amour pour ce pays. J'ai même dit à mon mari, nous cherchons à chaque fois les opportunités, que la situation soit suffisante qu'on puisse rentrer là-bas. Nous, on s'est rencontrés là-bas. Alors, quand je parle d'amour, et ce n'est pas pour critiquer du tout, mais je pense que ce que j'ai à dire, ce sont les soucis qui ont été relevés par les frères qui sont levés. Il y a la situation au Congo n'est pas arrivée au hasard. Et il y a des gens qui tirent beaucoup de profit derrière la situation actuelle. Alors, ma question première, c'est que, par exemple, les pays, les multinationales, les autres qui sont là en train de tirer le profit de la situation actuelle, qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Si vous proposez de travailler avec eux, c'est de quelle façon? Okay. Ça c'est la première. La deuxième, c'est aussi très pratique dans le sens que j'ai été dernièrement au Congo et j'ai vu qu'il y a des histoires qui ne sont pas faites. Vous avez beaucoup parlé de l'eau potable. Je trouve que c'est une très bonne issue, un problème que nous devons, puisque moi j'ai été au Congo et j'avais soif. Ça, je dis franchement. Je n'ai jamais vraiment apprécié l'eau que nous avons ici. C'est que la dernière fois que je suis partie au Congo, j'étais dans une ville et il n'y avait pas l'eau potable. Alors, j'ai trouvé que l'État, le régime des eaux qui était là, n'a pas répondu aux besoins. Mais ça a été là. C'est mieux, comme ça va souder. Les individus, les privés, peuvent prendre leur part. Ils peuvent aller puiser les puits, creuser les puits pour que les gens puissent l'utiliser. Les privés peuvent avoir, mais je sais que j'ai l'impression que le régime des eaux et le système tel qu'il est établi ne va pas permettre les privés de venir faire leur travail. Alors, je demande, vous avez parlé un peu des privés avec le gouvernement, vous avez parlé des travaux publics, c'est bien, mais en actualité, nous avons les gens qui sont là à régime des eaux et dans d'autres places là-bas, la SNEL, les autres. Ils tirent profit de la situation actuelle. Ils tirent profit de cela. C'est ça que je pense que tout le monde est en train de parler de ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Je ne pense pas que vous allez chasser tout le monde pour leur remplacer. Comment vous allez travailler avec eux pour qu'ils font leur travail ou bien ils laissent les privés prendre la relève là où ils n'arrivent pas à faire, que la population ait de l'eau à boire. Ça, je prends l'exemple de l'eau potable, mais l'éducation, les autres, c'est presque partout. Il y a l'autorité de l'État qui doit être établie, mais si l'État n'arrive pas à faire le travail, comment vous allez gérer maintenant? Où est-ce que vous allez gérer maintenant que les privés aident à combler les oui. Merci. Wow. Wendy, d'abord, moi, je voudrais vous remercier de nous avoir épousés. Et vous avez fait un très bon choix. Et le Congo, il ne faudrait pas donc dire que vous êtes d'abord américaine et puis après vous êtes congolaise. Vous êtes congolaise au même titre que nous. Donc vous avez un enfant congolais, vous êtes marié à un Congolais, vous êtes congolaise. Chez nous, la nationalité d'ailleurs, il y a des choses complexes là-bas, mais je dirais le fait simplement d'avoir épousé donc un Congolais, vous êtes congolaise. Donc je peux sentir dans votre question les mêmes préoccupations que vous avez, c'est les préoccupations que les Congolais de souche là ont aussi. Alors, maintenant, il y a des gens qui tirent profit de la situation actuelle. Les firmes multinationales, on le sait, elles tirent profit de la situation actuelle. Mais parfois, vous savez, une idée pour défendre un plan comme celui-ci, il faut montrer à tous ce qu'on appelle en anglais des stakeholders. Il faut montrer à ces différents stakeholders qu'est-ce qu'ils ont à gagner de la mise en œuvre d'un plan comme celui-ci. Je vais vous dire ce que je fais et ce que je compte faire dans l'avenir. Vous voyez cette carte de réseau routier dont j'ai parlé. Le raisonnement va s'appliquer aussi donc au réseau d'eau et d'électricité. Ce que j'ai fait, c'était quoi?
Ouais. Ce que j'ai fait, c'était quoi? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé rencontrer d'abord les compagnies en Occident, en Europe, en Belgique, en France, ici aux États-Unis, qui sont dans ce domaine-là. J'ai parlé avec eux en leur disant, nous avons un problème chez nous. Nous avons un pays de 2 342 000 km², mais on a à peine 24 000 kilomètres de routes asphaltées. Nous avons besoin d'asphalter toutes les routes à travers tout le pays. Ça ferait combien donc de kilométrage et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble? J'ai demandé à une entreprise américaine, pour des raisons que vous connaissez, je ne peux pas citer son nom, mais j'ai demandé à cette entreprise, aujourd'hui vous vendez des engins à mon pays, combien d'engins vous vendez par an? Des tracteurs pour construire des routes, des histoires de ce genre-là. Cette entreprise m'a dit par an à peu près 50 tracteurs. Vous me suivez? Et j'ai demandé 50. Et j'ai demandé à cette entreprise, si on arrive à lancer ce programme pour construire donc ce réseau routier, ça prendrait combien de temps et de combien de tracteurs on aurait par an? On aurait besoin par an. La même entreprise m'a dit, pour faire ça, nous pouvons mobiliser à peu près 1000 tracteurs, pas 1000 à 2000 tracteurs par an, et nous nous mettons au travail. S'il y a donc des ressources, tout ce réseau routier sera construit en l'espace de 15 ans, ce sera terminé. Et je leur ai demandé aussi, vous gagnez plus avec le système que nous proposons ou bien avec le système actuel, où vous vendez 50 tracteurs ou bien 1000 ou 2000 tracteurs pour faire le réseau que nous avons. La même entreprise m'a dit, vous savez quoi, vous nous avez convaincus. Nous avons plus à gagner à mettre en œuvre un programme de ce genre-là dans un pays qui fonctionne normalement que dans le système actuel. Ça, c'est une entreprise multinationale. Donc, la même entreprise m'a demandé, est-ce que vous avez rencontré les autorités de ce pays? J'ai dit, bon, il y a des autorités que je rencontre par-ci, par-là. Ils me diront, il faudrait que vous puissiez aller expliquer cette idée à tel, à tel, à tel. C'est devenu en quelque sorte des partenaires parce que nous partageons la même vision et ils voient que nous pouvons mieux faire. Le même raisonnement, je l'ai fait, j'étais en Europe, en Belgique, en France. J'ai rencontré les entreprises du secteur privé, qui sont des entreprises multinationales, mais qui opèrent dans nos pays. Mais en leur expliquant ce que nous voulons faire, l'objectif était de leur montrer que nous ne sommes pas là pour leur arracher donc le beefsteak de leur bouche. Mais bien au contraire, ils auront même plus d'opportunités pour faire plus d'affaires dans un pays qui fonctionne normalement qu'en allant pour faire des histoires donc sur la table comme ça se passe aujourd'hui. Donc, moi je crois que cette méthodologie-là arrive à gagner plus de gens, y inclut les entreprises multilatérales qui soutiennent donc les systèmes actuels que nous ne voulons plus, et on leur montre qu'en réalité, nous pouvons travailler avec eux. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait une entreprise américaine ou française ou belge qui viennent donc faire des affaires au Congo, bien au contraire. Si nous voulons construire par exemple les routes, ils ont la technologie, ils vendent des engins, ils ont même des ingénieurs qui ont conçu ces routes modernes-là. Nous allons combiner ces gens avec nos ingénieurs locaux et nous allons les faire venir, ils sont payés pour le travail qu'ils font. Et parce qu'ils sont payés, ils gagnent plus de marché avec la mise en œuvre d'un programme de développement ambitieux comme celui-là qu'en fonctionnant donc sous la table comme ça se passe aujourd'hui. Donc voilà donc la philosophie que nous suivons pour arriver donc à gagner les gens et les amener à pouvoir donc aller, adhérer donc à supporter donc cette idée du plan Marshall. Maintenant, vous avez parlé donc de l'eau potable. Je vais vous montrer quelque chose qui m'a tenu à cœur, l'expérience donc d'eau potable que vous avez eue au Congo là. Je l'ai vécu aussi. J'étais parti en Mbujimaï. Et là-bas, j'étais logé à l'Amiba. Et ce n'est pas n'importe quelle résidence, c'est une résidence prestigieuse qu'on appelle le guest house de l'Amiba. Et voilà, c'était la résidence dans laquelle je restais. Mais ce qui était curieux, c'est que
La nuit, je réalise que je ne peux pas utiliser les toilettes parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et très tôt matin, il y a quelqu'un qui vient et qui frappe à la porte. On regarde le monsieur, on dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh non, je viens de livrer de l'eau. Et voilà le monsieur qui vient de livrer de l'eau dans ces bidons-là. Et il veut me vendre chaque bidon à 50 francs le bidon. Et il en avait 8. D'abord, regardez simplement la qualité de ces bidons. Devinez alors la qualité de l'eau qui se trouve à l'intérieur. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est scandaleux lorsqu'un pays avec tant de ressources ne peut pas délivrer de l'eau potable et d'électricité à sa population. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé aux autorités locales là-bas qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce que dans le temps il y avait de l'électricité et de l'eau et pourquoi aujourd'hui il n'y en a plus comme on aurait souhaité. On me dira non, dans le passé il y avait un barrage qu'on appelle le barrage de Tiala qui était construit en 1930 par les Belges mais qui n'a pas été entretenu, qui est devenu aujourd'hui vétuste, qui avait une capacité de production de 8 MW d'électricité, mais aujourd'hui, à cause du manque d'entretien, c'est descendu à 2 MW, donc ce n'est même plus suffisant pour alimenter la MIBA. Alors, il faut oublier donc la population donc, dans les environs, parce que la population profitait quand cette compagnie fonctionnait normalement. J'ai demandé, il faut combien pour réhabiliter ce barrage-là? Mes frères et sœurs, moi j'étais choqué, scandalisé, lorsque on me dira qu'il faudrait 53 millions de dollars, et on m'a donné l'étude de faisabilité qui était faite, déjà préparée, par une compagnie qu'on appelle NRK. C'est une compagnie qui gérait donc l'électricité là-bas. Et on me dira que ce barrage, pour le réhabiliter, et non seulement le réhabiliter, le mettre à jour pour qu'il puisse fonctionner normalement, on devait même augmenter la capacité de 2 MW où il était descendu pour ramener ça à 32 MW. Et avec ça, on peut alimenter tout le Kasaï. Alors, moi, j'étais scandalisé de voir qu'en tant que pays, nous ne sommes pas à mesure de faire un projet de ce genre pour donner de l'eau et de l'électricité à 10 millions d'habitants. Je suis scandalisé. Donc, je peux vous dire que là où il faut l'intervention du secteur privé, il faut laisser le secteur privé s'y impliquer. Mais si le secteur privé ne peut pas venir, en tant qu'État, nous devons jouer le rôle de catalyseur. C'est-à-dire, moi, je crois que l'État congolais peut prendre le téléphone, appeler telle institution pour leur dire voilà une opportunité ici de pouvoir être utile. Nous avons besoin de la réhabilitation de ce barrage-là. On va trouver donc des mécanismes, soit en faisant des partenariats publics-privés, soit l'État peut pouvoir donc même investir dans un premier temps et essayer de privatiser par la suite. Mais il faut régler les problèmes qui touchent à la vie des gens. Donc, je suis tout à fait donc d'accord avec vous que si la régie des eaux ne fonctionne pas comme il faut trouver une solution. Même s'il faut privatiser cela, il faut le faire. Si la SNEL, je suis allé à la SNEL à Kinshasa, c'est sur le boulevard, c'est sur l'avenue de la Justice, non? Au croisement de la Justice avec Batete, là. Je suis entré dans la SNEL là-bas. Mes amis, moi, j'étais scandalisé parce que on est entré dans le bâtiment de la SNEL, mais le couloir, là, il n'y avait pas d'électricité. Alors, s'il n'y a pas d'électricité donc à la SNEL, c'est que vraiment nous sommes en difficulté. Donc, je crois que nous devons faire tout ce qu'il faut pour arriver à régler ces problèmes-là qui concernent donc la population. Et c'est des choses, c'est les choses essentielles, quoi. C'est le minimum possible pour que l'homme ou l'être humain puisse vivre correctement. Voilà.